Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leur parcours, leurs secrets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Maxime Beaumont. Maxime est kayakiste professionnel. Ce fut un épisode un peu particulier pour moi. En effet, je me suis rendu à Boulogne-sur-Mer à la rencontre de Maxime et nous avons fait cet épisode sur la plage en public. Maxime a une super personnalité et derrière ce sourire amical se cache un vrai champion avec un mental d'acier. Pourtant, comme il le dit, c'est le champion des vices. Vice-champion olympique, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe. J'ai souhaité comprendre comment à 37 ans, il avait toujours autant de force et de motivation pour aller chercher l'or olympique. Nous avons aussi abordé les problèmes qu'ont certains sportifs passionnés à se financer. Vous allez voir, c'est un épisode un peu particulier, tant Maxime se livre et nous explique ce qu'il y a en détail dans son sport. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur vous pour que le podcast entre dans la légende. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner d'abord, à en parler autour de vous ensuite, et enfin à lui mettre des étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, notamment à faire connaître le podcast. D'ailleurs, voici le commentaire de la semaine. Salut, je viens d'écouter l'épisode avec Sébastien, l'amateur. C'était top, on voit qu'il vit sa passion et on le comprend. Tu devrais mettre en place des hors-séries avec des amateurs que tu interviews et des épisodes plus classiques avec les pros. Continue comme ça, c'est vraiment top. Eh bien, merci beaucoup à Tagatava pour ce super commentaire. D'ailleurs, pensez-vous aussi que je devrais faire plus d'épisodes avec des amateurs inspirants ? Dites-le moi sur Instagram, sur le compte extraterrien.podcast. C'est aussi un endroit pour retrouver les coulisses du podcast et un excellent moyen pour me faire vos retours. Allez, je laisse place à mon invité du jour, Maxime Beaumont. Salut Maxime. Salut Barthélémy. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui. On est à Boulogne-sur-Mer, face à la Manche. On est en plein soleil et on est vraiment dans un cadre parfait. Donc merci pour cette petite aventure de m'avoir fait voyager jusqu'ici. Avec plaisir. Et mais en plus, là c'est le premier officiellement que j'enregistre presque les pieds dans l'eau, tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas loin, on est juste en face de la mer là. Ça me permet de me ressourcer tout en discutant avec toi. Ouais. Toi aussi, l'océan, c'est quelque chose qui te ressource ? Bah oui, surtout quand on vient de Boulogne-sur-Mer, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement. Donc dès le plus jeune âge, j'ai été habitué. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé le kayak. Ouais. Et donc oui, ça fait vraiment partie de moi. Ok. Bah, du coup, tu mords un petit peu sur ma première question avec laquelle j'ai l'habitude de commencer les interviews. Je te disais, la question habituelle, c'est quel est ton premier souvenir de sport ? Eh bien, mon premier souvenir de sport, c'est pas en kayak, mais ça va être en équitation. Ok. J'étais assez petit, ma sœur faisait de l'équitation et moi je me cherchais un petit peu au niveau du sport. Et par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais pratiquer du sport. Et du coup, j'ai suivi un petit peu la grande sœur. Et je me suis retrouvé à faire de l'équitation. Et un des souvenirs marquants, c'est que en fait, j'attendais mon tour pour faire du saut. Franchir des obstacles. Et je ne savais pas, mais mes parents me filmaient d'en haut, Okay. En haut du manège. Et pendant que je glissais tranquillement ma main dans la poche pour manger les sucres réservés normalement à mon cheval, j'étais filmé. Et donc, c'est un des souvenirs que j'ai. C'est de manger donc, les sucres qui étaient destinés aux chevaux. C'est marrant, c'est une belle première anecdote. Ouais. Et ça t'est arrivé souvent de piquer le goûter du coup de tes chevaux ou de tes copains ? Bah non, pour le coup non, mais bon là j'étais pris en flagrant délit donc je peux pas le nier. Mais non, c'est non. Et t'en as fait combien de temps de l'équitation ? J'en ai fait 2 ans. Ok. Et après tu t'es redirigé vers le kayak ?
Pas tout de suite, j'ai fait une petite étape au football. Et puis ensuite, ouais, j'ai commencé le kayak. C'était à quel âge à peu près? Vers les 9 ans, Ok. un peu par hasard. On était justement ici, donc sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Moi, tous les étés, mes parents travaillaient, donc ma grand-mère m'emmenait sur la plage. Et puis bah, tu vois, elle n'est pas très très grande, donc au bout d'un moment, bah, tu t'embêtes un petit peu. Et puis en fait, il y a un local qui est juste là, c'est l'extension du club de kayak. Ok. Et donc ma grand-mère elle m'a dit, bah tiens, regarde, ils proposent des sorties en kayak de mer, est-ce que ça te tente pour te changer un petit peu le quotidien? Et j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis retrouvé au milieu de la mer. Je me suis retourné, évidemment. Non, mais et puis bon, sur le moment, c'était pas un super souvenir, mais en fait, ça m'a quand même plu. Je me suis bien amusé. Et puis en fait, la mère d'un copain était prof de PS, Ok. donc elle avait l'habitude de travailler avec le club. Et puis bah donc à la rentrée de septembre, elle nous a dit aux copains et moi, bah si tu veux, tu peux. Moi, je vais inscrire mon fils au club de kayak. Est-ce que ça te dit de venir avec lui? Comme ça, vous serez deux, vous pourrez vous marrer. Et donc, j'ai dit, bah oui, oui, complètement. Ouais. J'ai signé. Et puis, je suis tombé sur un club avec une très bonne ambiance, une ambiance très familiale. Et ça m'a plu tout de suite. Et voilà, 28 ans plus tard, je suis au micro avec toi à en parler. Ah, génial, génial. Et ouais, tu parles du club de Boulogne dans lequel il y a une super ambiance. Tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce qui t'a plu dans cette ambiance-là? Bah, en fait, on était un bon groupe de jeunes dans un premier temps. Donc, il y a le côté un peu aquatique. C'est un sport qu'on fait pas trop à l'école, qu'on fait pas trop avec ses parents, ou en tout cas rarement. Je veux dire, Ouais. c'est pas aussi simple à mettre en place que jouer au foot dans une prairie ou ce genre de choses. Donc, il y a le côté un peu original du truc. Tu rajoutes à ça une bande de copains qui s'amusent et qui peuvent faire un petit peu comme les Indiens. Tu vois, on était jeunes, on avait 9 ans, donc tout de suite, ça met un côté sympathique. Et en plus de ça, bah, je suis tombé sur des cadres au niveau du club qui étaient très pédagogues, très sympathiques, et qui ont su justement créer une bonne ambiance au milieu de ce groupe et au milieu de cette activité. Ok, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec les sports d'eau parce que Jérémy Azou que j'ai eu sur ce podcast, lui du coup en aviron m'a tout de suite parlé de l'ambiance des clubs et des équipes et aujourd'hui enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans cet épisode et tu vois toi t'en parles aussi donc je pense qu'il y a peut-être des similarités ou en tout cas dans les mentalités et dans les ambiances. Bah, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, ouais. Et c'est vrai qu'au début, quand on commence un sport, on le fait pas forcément parce qu'on est grand passionné de ce sport, parce Ouais. qu'au final, on le découvre. Et donc, ce qui va nous accrocher, c'est, dans un premier temps, je pense que c'est l'ambiance. Ouais, les copains Exactement, et ouais. les gens aussi qui t'apprennent ce sport-là, quoi. C'est sûr que c'est hyper important, ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que en faisant un petit peu mes recherches sur toi, j'ai vu que toi maintenant tu prenais beaucoup de temps à redonner aux jeunes et que tu passais. Bah, c'est vrai que là tu as un certain âge, tu as 37 ans, c'est ça? Oui. Et j'ai vu que maintenant tu passais énormément de temps avec les jeunes, c'est quelque chose d'important pour toi? Bah, j'essaye, ouais. C'est quelque chose qu'on a fait avec moi quand j'étais jeune. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le côté partager ma passion avec les personnes qui soit sont juste là pour prendre du plaisir et prendre un moment de plaisir dans mon activité, ou alors qui se destinent à une carrière de haut niveau. Et dans ce cas-là, j'essaye d'apporter mon expérience, de leur faire gagner du temps, de leur faire éviter éventuellement quelques erreurs que moi j'ai pu commettre. Et je pense que c'est important que tous les sportifs de haut niveau partagent ça pour que justement l'activité soit mise en avant. Ouais. Et qu'il y ait des gens inspirants aussi, des portraits. Oui, Tu vois, j'imagine. Bah là, je voyais quand on arrivait au club, il y a ta photo. Ça doit être quand t'es un petit jeune, t'arrives au club tous les matins. Ça doit être. C'est bien d'avoir un exemple ou un moteur qui te permet de te dire c'est possible, quoi. ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, moi au club, j'essaye vraiment d'être le plus accessible possible quand je suis présent, et j'hésite pas à discuter avec les jeunes pour les inspirer et pour les aider Ouais. dans leur activité. Et toi, t'avais des exemples plus jeunes ou des sportifs qui t'inspiraient Tout à fait, ouais. dans le Moi, kayak ou autre d'ailleurs? moi, j'ai commencé
À l'époque, c'était en septembre 91. Donc, Ok. donc moins d'un an après, il y avait Didier Hoyer, boulonnais également, qui en canoë avait fait une médaille olympique à à Barcelone, pardon. Je ne confonds pas avec Je toi. confonds avec les miennes. À Barcelone, donc. Ouais. Et évidemment, quand on est petit et qu'on vient de commencer l'activité, c'est un moteur C'est un énorme. régal, ouais. Et en plus, quand quelques années, ça devient ton entraîneur, qu'il est capable de partager son parcours de haut niveau, sa passion, et puis aussi d'apprendre à concourir avec son cœur et ses tripes, là c'est gagné, quoi. Ouais. Derrière, ça donne. On a eu une génération entraînée par Didier qui a fait beaucoup de médaillés nationaux et internationaux. Ouais. À un moment donné, en équipe junior, il y avait, je sais plus, il y avait 6 ou 7 boulonnais issus du club, et donc c'était quand même impressionnant. Ah bah ouais, carrément, ouais. Et c'est quoi du coup, c'est les enseignements que tu en tires d'avoir pu travailler avec lui, et c'était quoi ses principaux messages? Mais, déjà, moi, j'ai été chanceux, je pense, parce que j'ai été là au bon endroit au bon moment, Ouais. ce qui est pas toujours le cas. Et puis, je pense qu'il a su vraiment véhiculer des valeurs de sportif, telles que fair play, dépassement de soi, vraiment des bonnes valeurs, mais sans jamais les imposer. C'est-à-dire qu'à aucun moment il m'a obligé à faire de la compétition. Ouais. C'était avant tout le plaisir, c'était avant tout le respect des valeurs. Ça, c'était quelque chose pour lui qui était très important, et disons qu'il était capable de nous disputer, de nous disputer si on respectait pas ses valeurs. Par contre, jamais si entre guillemets, on faisait pas l'entraînement de haut niveau. Ouais. C'est-à-dire que comment expliquer ça Il mettait en avant plutôt le sport plaisir avant le sport de compétition, et que le plaisir devait amener à la compétition et non pas l'inverse. C'est ça. Mais en tout cas, pour les personnes qui étaient pas encore, qui n'avaient pas encore le virus de la compétition. Ouais. Parce que par contre, pour les personnes qui avaient le virus de la compétition et qui s'affichaient avec des objectifs de haut niveau, là, il était capable d'être derrière nous et de nous pousser comme il se doit pour un entraîneur de haut niveau. Et toi d'ailleurs, à quel âge tu l'as attrapé, ce virus de la compétition là? Tu peux nous raconter un peu tes débuts Ouais, mais le virus de la compétition, je dirais que je l'ai attrapé assez rapidement. Dès mes premières compétitions. En plus, pour moi, ça a plutôt bien marché dès les premières. Bon, après, c'était du niveau régional. On était poussins à l'époque. Ouais. donc remportant des premières médailles quand on est jeune, tout de suite, ça nous motive à en gagner davantage. Par contre, le déclic du très haut niveau, je pense l'avoir eu vraiment tard. Je pense même avoir fait de l'équipe de France avant d'avoir ce déclic. Okay. Je pense que dans un premier temps, mon objectif c'était simplement d'être en équipe de France, et pour moi ça c'est pas forcément du très haut niveau. Il faut s'entraîner dur, etc. Mais le très haut niveau, c'est, pour moi, il y a encore une démarche supplémentaire où on est dans un brainstorming de la performance, et on cherche à trouver tous les domaines, tous les points sur lesquels on peut augmenter le curseur, le niveau du curseur, et être le meilleur possible. Ouais. De manière directe ou indirecte. C'est sûr que quand on prend une barre de musculation et qu'on est à un niveau de 50 kg, et un an plus tard on est à 70 kg, on peut dire oui, là j'ai progressé, et ça a peut-être un impact direct sur la performance. Par contre, bosser avec un préparateur mental pour peut-être débloquer certaines situations, travailler sur son alimentation pour qu'elle soit plus variée ou plus adaptée à l'effort qu'on doit produire. Là, c'est peut-être un peu plus indirect, mais pour autant, il y a un effet sur la performance. Ok, donc toi, tu penses que le déclic du haut niveau, tu l'as eu quand tu t'es rendu compte un petit peu de l'entraînement invisible et de tout ce qui était à côté de l'entraînement, quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, pour l'anecdote, c'est que je me suis blessé. C'est quand je me suis blessé que je m'en suis rendu compte. Ok. Parce que, en fait, je me suis blessé en 2009. Une fracture de... D'ailleurs, c'est marrant, c'était également sur cette plage. Ok. En fait, je faisais un sport collectif sur la plage, un 2 janvier.
Ouais. Donc je déconseille le sable. Le sable qui paraît mou, il est pas mou, il est très dur parce qu'il est gelé. Et en fait, lors d'un accrochage, je suis tombé sur le coude et je me suis fracturé le coude. Ok. Donc pour un kayakiste, c'est compliqué. mais en fait, derrière, donc physiquement, je pouvais rien faire. J'ai dû ronger mon frein pendant 2-3 mois, le temps que ça se solidifie. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, je peux rien faire physiquement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis bon, j'ai eu des occasions de travailler avec un préparateur mental. J'ai eu l'occasion de voir également, de travailler aussi sur la nutrition. Je prends ces deux exemples-là parce qu'ils correspondent à tous les sports, je pense. Ouais. Mais voilà, c'est là où ma curiosité en fait dans la démarche de haut niveau a commencé à naître. Et puis après, ça a été un cercle vicieux parce que on commence par justement réfléchir à ces premiers points et puis ça en entraîne d'autres. Une fois qu'on a réglé ça, on dit tiens, est-ce que je peux régler encore plus? Et puis tiens, j'ai fait ça dans ce secteur-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre secteur où je peux et puis c'est exponentiel. Du coup, ça c'est en 2009 quoi. Tu te dis que tu as eu ton début du déclic. Tu avais déjà quelques titres, non, il me semblait? 2009, au niveau international, j'ai qu'une médaille en moins de 23 ans. Je suis médaillé de bronze au championnat d'Europe moins de 23 ans. Mais en monoplace, j'ai pas de titre. Enfin, j'ai des médailles au niveau national, mais je suis pas un des meilleurs Français. Je flirte avec l'équipe de France depuis à ce moment-là 2003, mais plutôt le dernier prix ou ce genre de choses. Ouais. Et 2010, là, il y a vraiment donc un déclic qui se fait. Et là, je suis finaliste mondial en monoplace. 2011, je suis 4e mondial, j'ouvre un quota olympique. 2012, je suis au jeu à 4e des Jeux. Et puis après 2012, c'est un cran au-dessus encore. Ouais. Donc c'est à partir de là vraiment où je suis rentré dans une démarche de très haut niveau. Ok, d'accord, ouais. Et tu as parlé un petit peu d'un virus et d'un cercle, tu as dit vicieux, moi j'aurais dit vertueux. Mais c'était quoi un petit peu du coup, les points sur lesquels tu as énormément travaillé et qu'est-ce qui t'ont permis de franchir un peu la dernière marche, on va dire, aux premières places, quoi? Alors justement, la dernière marche jusqu'à la première place, elle n'est pas encore franchie, puisque c'est mon objectif. Moi, je suis un petit peu le roi des vices, puisque je suis vice-champion d'Europe, vice-champion du monde, vice-champion olympique. Mais en tout cas, pour arriver jusque-là, c'est un peu cette technique-là, la technique du brainstorming, à me dire, apprendre un secteur de la performance et me dire, mais voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce domaine-là? Donc si je prends le physique, par exemple déjà qu'est-ce que c'est que ma discipline? Donc est-ce qu'on peut parce que jusqu'ici on se spécialisait pas trop, mais en 2011 il y a eu l'arrivée du 200 mètres, donc qui a imposé vraiment de se spécialiser. Moi, j'ai franchi un des premiers Français, je pense. J'ai été un des premiers Français à franchir le pas et à me spécialiser vraiment sur 200 mètres. Donc, à dire, voilà, le 200 mètres, c'est du sprint, c'est 35 secondes d'effort. En musculation, ça va être beaucoup plus sur la force. Au niveau de la technique, ça va être beaucoup plus sur de l'efficacité. Ouais. Et on parle souvent d'efficience, c'est le bon compromis entre économie et efficacité. Mais on va dire que sur cette efficience, un geste technique sur 1000 mètres, il va être sur un effort de 3 minutes 30, il va beaucoup plus être vers l'économie. Bien sûr. Et sur 200 mètres, beaucoup plus vers l'efficacité. Et bien, c'est une autre façon d'aborder les entraînements. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour une même heure d'entraînement, peut-être qu'il va falloir fractionner plus pour permettre justement que sur ces fractions, on soit plus efficace et donc répéter l'efficacité du geste toute la séance. Donc c'est un exemple au niveau technique. Après, l'alimentation, on est sur du sprint, on est sur des efforts qui sont beaucoup plus anaérobies. Donc ça veut dire qu'on produit du lactique. Donc ça veut dire que pour la récupération, il va falloir des aliments et des repas qui ont un pouvoir moins acidifiant et beaucoup plus alcalin. Donc il va falloir réfléchir au moins en période de compétition
bah, manger et boire de manière plus alcaline. Je pense par exemple, ne serait-ce que l'eau pétillante qui est où il y a du bicarbonate, là, ça permet d'annuler les effets de l'acide lactique. Bah voilà, c'est déjà une première piste. Ensuite, quel domaine Tu as parlé de la préparation mentale un petit peu. De la préparation mentale. C'est quelque chose qui t'intéressait ? C'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, on voit bien sur le sprint, tu loupes un coup de pagaie, tu perds peut-être 2 ou 3 places. Donc la concentration, elle doit être d'un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Même pour le départ, même pour pendant toute la course. Et puis aussi au moment de t'entraîner, en fait, parce que ça demande une technique vraiment presque parfaite, en tout cas, ou optimisée. Et du coup, je pense que la concentration à chaque entraînement, c'est important. Ensuite, regarder sur le côté. Tu vois, on est en confrontation directe, nous, en kayak de course en ligne. Ouais. Donc, t'as beau être dans ton couloir, tu vois un petit peu les gens sur le côté. Et il faut réussir à rester concentré et sur toi pour produire vraiment ta performance. Et ça, c'était un de mes défauts au début. De regarder un petit peu les autres et de pas te concentrer sur toi. C'est ça. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle des choses. Ouais. Et du coup, j'aime bien savoir où j'en suis dans la course. Seulement quand c'est une course de 30-35 secondes, forcément, regarder sur le côté, tu perds du temps. Tu perds du temps, ça te désorganise, ça te décoordonne. Il faut savoir quand même qu'on est sur des cadences avoisinant les 160 coups minutes. Donc ça fait 2 à 3 coups par seconde. Donc évidemment, si à un moment donné tu tournes la tête et que tu te déconcentres de ce que tu fais, ça peut vite dérégler la machine. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, pour les gens qui ne voient pas exactement, mais c'est comme un sprint sur un petit bateau avec une rame et ça va mais tellement vite. Toi, tu disais entre 2 et 3 coups par seconde, c'est ça ? Ouais, au niveau de la cadence, ouais. Ah ouais, donc ça va à une vitesse incroyable, quoi. Ouais. Le bateau en lui-même, il va pas très vite, mais bon, on est quand même sur des vitesses autour de 22-23 km/h. Ouais, c'est pas rien, ouais. Vu la résistance que le bateau a sur l'eau, oui, c'est quand même quelque chose de costaud. Ouais, c'est clair. Et du coup, attends, est-ce que tu peux me rappeler, et surtout pour les auditeurs, la différence entre le canoë et le kayak, et aussi la différence entre le K1 et le K2, parce que moi, du coup, j'ai fait ma petite recherche, mais comme ça, les auditeurs pourront bien se situer et pourront rapidement un peu comprendre. Ok, c'est très simple. Le canoë, c'est à genoux et on pagaie que d'un côté. Si vous voulez avoir une image, c'est les Indiens. Ouais. Les kayaks, c'est assis et on pagaie des deux côtés. Et c'est pour avoir une image, les Esquimaux. Ok. Ça cible bien généralement. Et alors après, c'est simple. Les abréviations. Le kayak, ça commence par un K, donc c'est le K. Et après, le 1, 2 ou 4, c'est le nombre de places qu'il y a dans le bateau. Donc K1 égale kayak monoplace, K4 égale kayak 4 places. Et après, pour le canoë, un C1 ou un C4, c'est un canoë monoplace ou un canoë 4 places. Hyper simple, comme ça au moins hyper clair. Et il y a plusieurs distances aussi, j'imagine. Et il y a plusieurs distances, 200 mètres, 500 mètres ou 1000 mètres. Alors par contre, aux Jeux Olympiques, c'est assez particulier. Les distances ne sont pas les mêmes dans chaque catégorie et pour chaque genre. Mais en ce qui me concerne, il y a du monoplace 200 mètres, du 4 places 500 mètres et après du monoplace et du biplace 1000 mètres. Ok, d'accord. Bon au moins c'est hyper clair et c'est clair pour tout le monde. Et de toute façon en plus, moi je recommande vraiment les auditeurs à aller regarder un petit peu une course. Ça peut être la tienne à Rio par exemple où du coup tu termines deuxième, on va raconter juste après, mais c'est hyper impressionnant, ça va super vite et jusqu'à la dernière seconde ça se joue quoi, donc c'est vraiment passionnant. Ouais. Et tout à l'heure tu disais que t'étais un petit peu l'habitué aux deuxième place et comment est-ce que tu as réussi à garder autant de motivation et autant de force, tu vois, je veux dire, pour faire une carrière aussi longue, il faut quand même avoir des ressources mentales qui sont importantes, quoi. Ouais, il y en a plein qui auraient pu se décourager. Je suis de nature un peu tenace. Ça se voit. Mais en fait,
j'ai toujours eu l'objectif lointain d'être champion olympique. Ouais. Ça a toujours résonné en moi, mais j'ai toujours réussi à me donner des objectifs plus proches, plus à court terme chaque année. Et j'ai la chance d'avoir tout au long de ma carrière progressé d'année en année, parfois pas beaucoup, ou parfois peut-être pas sur le temps de course, mais dans un autre domaine. Je te parlais tout à l'heure d'essayer d'augmenter les curseurs dans tous les domaines. Bah, y a des années où tu stagnes dans tous les domaines sauf un. Ouais. Et par contre, dans celui-là, tu as progressé. Et voilà, moi, je me suis plus attardé sur ça, sur cette progression, que à me dire j'ai stagné dans les autres. Et du coup, en fait, ben, d'année en année, j'ai toujours trouvé un côté positif, une progression, et ce qui m'a permis de garder la motivation pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Ok. Et c'est à quel moment du coup que tu as commencé à sérieusement à penser aux Jeux Olympiques? En fait, ça a été. Ça a été pour Londres, j'imagine, mais Non, c'était avant, c'était à Pékin en fait. ok. Ça a été en 2008. En 2008, quand j'ai disputé mon premier championnat d'Europe sur un bateau olympique, où il y avait une qualification olympique. Ok. En gros, ça correspondait au rattrapage continental. Donc Ouais. l'année olympique, il y a des places qui sont redonnées par continent. Et donc là, c'était le cas. Et donc j'ai participé à cette compétition. J'étais pas loin d'y arriver. On était les deuxièmes premiers pas pris pour aller aux Jeux de Pékin. Et en fait, du coup, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est possible, je suis pas si loin que ça. Et pourtant, ça faisait déjà 6 ans que j'étais en équipe de France. Mais voilà, j'avais pas forcément encore vraiment eu la lumière. Donc en 2008, je me suis dit, tiens, je suis pas loin, c'est les Jeux, etc. 7 ou 8 mois plus tard, je me blesse La fameuse avec le blessure. coude. Donc en fait, ça s'est arrivé un petit peu tout au même moment, quoi. Ouais. Et derrière, par contre, ça revient. Et 2010, 2011, 2012, je fais des perfs qui me permettent d'aller au jeu Ouais. et d'y performer. Après, par contre, je suis arrivé à Londres en 2012. J'avais essayé d'anticiper pas mal de choses en me disant tiens, les jeux, tout le monde en parle comme étant merveilleux, extraordinaire, quelque chose de qui est hors norme. Et Ouais. du coup, je voulais savoir en quoi c'était hors norme, etc. Et puis, donc, je l'ai anticipé et pour pas être trop surpris lors des jeux. Comment tu l'as anticipé d'ailleurs? En discutant avec des athlètes qui y avaient déjà participé, en discutant avec des gens qui étaient de la même discipline que moi ou pas. Et ouais, avoir le plus de témoignages possible pour moi essayer de me faire mon idée. Et ça m'a permis d'arriver là-bas et de pas être trop surpris. Ouais. Après, je t'avoue qu'à Londres, j'y suis allé plutôt en mode découverte et voir ce que c'est les jeux. J'avais envie d'y performer, je faisais tout pour y performer, mais je pensais pas du tout à une médaille olympique à ce moment-là. Ok. Donc en terminant 4e à 3 centièmes de la médaille olympique, c'est sûr que là, j'ai commencé Ça réveille quelque chose. Ouais. j'ai commencé à y penser et j'ai à peine passé la ligne que je me suis dit non, bah là je vais y retourner et cette fois-ci, ce sera pour vraiment y performer. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a, enfin, il y a deux informations, je trouve, qui sont vraiment hyper précieuses. C'est que bah, tu voulais pas être surpris, du coup, tu es allé rencontrer le maximum de gens. Et ça, je pense que c'est vraiment une belle leçon, finalement, tu vois, d'essayer d'anticiper les choses en allant rencontrer des gens. Là, sur le podcast, il y a un épisode qui sort bientôt avec Stéphanie Giquel qui a traversé l'Antarctique. Et elle disait, dans mon entretien, la meilleure préparation qu'elle a eue, finalement, c'était en rencontrant toutes les personnes qui avaient déjà rencontré, qui avaient déjà traversé l'Antarctique et que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Donc finalement, je trouve aller côtoyer des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, c'est quand même quelque chose qui t'apporte vraiment beaucoup, quoi. Bah oui, oui. Et tout à l'heure, on parlait de l'expérience que j'aimais partager avec les plus jeunes. Je pense qu'on est un peu là-dedans également, en fait. Ouais. Ceux qui se destinent à faire du haut niveau, j'ai envie de leur apporter ça et de les aider justement à aller chercher leur rêve olympique.
Ouais, bah, ce serait super, hein. On compte sur toi alors pour les prochains. Bah, déjà, comment est-ce que tu te prépares là pour 2020? J'ai vu que tu avais eu du coup, ta place en juillet, c'est ça? Tout à fait. Non, non, non. J'ai eu ma Ou en place juin? il y a 3 jours là. Ah, il y a 3 jours? Ouais, je rentre des championnats. Bah, en fait, là, je rentre de Mulhouse parce que j'étais Ouais. avec les jeunes justement pour encore partager avec eux Ok. mon expérience. Et juste avant, j'étais au championnat du monde et c'est là que ça s'est D'accord, disputé. je croyais que c'était joué aux Jeux européens Ah de non, non, juillet. non, Ok. non. Il n'y avait pas d'accès pour nous aux Jeux D'accord. européens. Tout était sur les championnats du monde. Et donc je termine quatrième là lors des Ouais, derniers championnats du monde. Et c'était les 5 premiers qui pouvaient prétendre aux Jeux à l'issue de ces mondiaux. Donc c'était chaud, c'était juste, ouais. mais, euh, Mais j'ai vu quoi, mais ça il y passe. avait des petites choses sur lesquelles tu avais envie encore de te caler, peut-être sur ton Bah, départ notamment. Et parce que toi, ta grosse force, c'est surtout les 50 derniers mètres, c'est ça? ouais, tout à fait. Et Ouais. là, justement, le départ, il n'est pas si mauvais que ça. Mais en Ouais. tout cas, là, pour le coup, il n'était pas assez bon. Et surtout, c'est assez rigolo parce que l'Espagnol qui est parti très vite à côté de moi, il m'a complètement fait sortir de ma course parce que je l'ai vu tout de suite dans ma vision périphérique et je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis au moins 20 mètres avant de me recentrer sur moi, de me reconcentrer, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ah oui, et j'ai bien compris. Bon, je le savais déjà un petit peu, mais rien n'est acquis. C'est pas parce que j'ai réglé ce point-là il y a quelques années et que jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, je performais et c'était réglé. Et là, je vois bien que bah, ça peut ressurgir, ça peut, ça peut regêner. Et du coup, bah, voilà, ça m'a gêné, ça m'a sorti. Et derrière, bah, j'ai la chance de passer sur la ligne grâce à un bon dernier 50 mètres et donc Mm. de sauver mon quota et donc de pouvoir avoir le Mm. droit de jouer au jeu et de corriger le tir. Ouais. Mais c'était chaud. Et, tu vas mettre un plan d'action un peu particulier pour ces derniers jeux. Mais après, j'imagine que c'est les derniers. Après, je sais pas si tu as envie d'aller jusqu'à Paris, Ouais, maintenant, je mais les prends un par un. mais ouais, est-ce que est-ce que tu as envie de mettre un plan d'action spécifique en arrivant ici? Tu me disais bon bah maintenant moi il faut aussi qu'il y ait du plaisir dans mon entraînement et tu me parlais du fait que tu étais parti à Toulouse justement aussi pour aller chercher un petit peu ça. Est-ce que tu vas mettre est-ce que tu vas changer un petit peu ta préparation comparé à Rio du coup ou- Oui, bah, de toute façon, on évolue, on est en constante évolution, donc forcément, je suis plus le même qu'il y a 4 ans. ouais. Donc, j'ai plus les mêmes besoins, j'ai plus les mêmes attentes. Donc, évidemment, ça va changer. Par contre, bon, ça va pas changer du tout au tout, hein. Il y a quand même des points similaires. On reste sur une préparation de monoplace de 100 mètres, on reste sur une préparation des Jeux Olympiques. Maintenant, c'est pas le même bassin, c'est pas le même lieu. Le décalage horaire, il est dans l'autre sens. Donc, il va y avoir des changements, ça c'est sûr. Après, moi aujourd'hui, j'arrive à un âge où bah, je peux plus non plus faire tout ce que je veux. Je veux dire, le corps, il a besoin de beaucoup plus de récupération qu'avant. Pour autant, la motivation, elle est vraiment là. Et donc, ouais, je vais monter en puissance, comme on dit. Là, le début de l'Olympiade, il était vraiment pour régler tout ce qui était socio-professionnel. Donc ça, maintenant, c'est fait. Ouais. Et là cette année, bah, j'étais un peu libéré de ça et ça s'est tout de suite traduit par les résultats sportifs. Et donc l'année prochaine, ça va être dans le même esprit. Il va y avoir une préparation au top. Là, j'ai pas encore fait, parce que comme je te dis, j'ai fini ma saison il y a 3 jours, donc j'ai pas encore fait vraiment le bilan Ouais. de la saison. Mais j'ai déjà, je pense, des pistes pour aller travailler et revenir et essayer de battre cet Anglais champion olympique. Bah ouais, bien sûr, ouais. Tu te souviens un petit peu de la course du coup que tu fais en finale à Rio? Ouais, T'en souviens bien? oui, oui. Tu peux nous la raconter un petit peu j'aime bien visualiser un Eh petit bien, je suis au milieu du bassin, je dois être Lindo 4 ou 5. Ouais, en plein milieu, ouais. Il y a un petit vent de face et donc je réalise un très très bon départ. Je crois que c'est un des rares départs parfaits que j'ai réalisé. Et donc je prends tout de suite le lead de la course.
voire même quasiment un demi-bateau sur tout le monde. Donc ça va très 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 vite. Je me sens super bien. Ce premier 100 mètres, il est vraiment... moi, à l'intérieur du bateau, c'est des super sensations. Tout ce que je veux faire, je le fais. Et puis arrive la bouée des 100 mètres, donc la mi-course. Et là, j'essaye, dans ma tête, je me dis, ah bon, t'es en tête. Là, il faut que tu essayes d'aller jusqu'à la ligne le mieux possible et tout ça. Et je sens bien qu'à côté de moi, ça revient. Je sens une pointe revenir. Mais j'ai beau essayer tout ce que je veux, ça revient à côté de moi. Et du coup, il me passe juste avant la ligne, je crois. Et pour un dixième de seconde, donc il devient champion olympique. Mais la joie, elle était quand même là. Sur le moment, quand je passe la ligne, non, la joie, elle n'est pas là parce que j'étais venu vraiment pour performer et être champion olympique. J'avais vraiment ça à cœur. Donc je suis déçu. Et puis en fait, assez rapidement, le fait de partager avec le public, la famille, les proches, tout le staff, l'équipe de France, et ben l'argent, il se transforme en or en fait. Et ça fait vraiment un truc agréable. Et là, je commence à avoir des sensations positives et je suis vraiment content à partir de, on va dire, au moment du podium. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais regardé la remise des médailles et t'as l'air plus heureux que le premier. T'as plus le sourire. Enfin, en tout cas, si je devais en choisir un à qui j'avais envie de faire une interview, c'était toi, quoi, parce que t'as l'air heureux, content sur le podium. Donc, mais c'est au moment du podium où c'est arrivé en fait. Où l'euphorie était arrivée, ouais. Ok. Et c'est dommage que t'étais pas là parce qu'il y avait une conférence internationale et j'ai eu 0 question. C'est vrai? Ouais. Comment ça? C'était qui? C'était pour l'autre? Le premier ou les 2 troisièmes, parce que la particularité de la course, c'est qu'il y avait eu un ex-aequo sur la 3e place. Et donc, les journalistes, ça les intéressait de parler de ça aussi. Ok, d'accord. Bon, bah, tu vois, la prochaine fois, on réserve ma place pour Tokyo. Tu fais quoi le 6 août? De toute façon, là, j'ai prévu, je vais sûrement y être D'accord. Et je vais essayer de me déplacer là-bas. Franchement, j'ai jamais encore vécu des jeux en tout cas sur place, en étant sur place. Alors le fait que ce soit à Paris, effectivement, mais bon, je me dis c'est dans longtemps, je suis beaucoup trop impatient et Tokyo c'est une super ville, donc je pense que ça va être hors norme en fait. Donc déjà pour Rio, je m'en voulais un petit peu de pas avoir fait ce rêve-là, donc là je vais pas le louper une deuxième fois, c'est vraiment ma passion, donc aller voir des sportifs, aller voir cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose qui me tient, donc j'irai, donc tu peux compter sur moi. Ça marche, tu seras bien accueilli en tout cas. Ok, ça roule. Et t'as senti que quelque chose avait changé un peu après dans le regard des gens ou après dans la médaille? Ouais, après cette course-là. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En plus, j'ai vécu les deux, donc j'ai vécu ma 4e place à Londres et ma 2e place à Rio. Autant Londres, je suis rentré, j'étais, on va dire, anonyme. Autant avec une médaille d'argent, ça change énormément les choses. Ouais. Oui, ça a changé des choses. On va dire, ça a ouvert des portes. Et ça m'a permis surtout de trouver des partenaires. Ouais. Des partenaires privés et publics qui m'accompagnent dans mon projet maintenant de Tokyo et qui me permettent d'être dans des très 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 bonnes conditions pour aller chercher cette médaille d'or. Ok, tu peux nous dire rapidement un peu comment est-ce qu'ils t'aident de manière assez concrète ou est-ce que c'est un petit peu public ou au contraire ça reste d'ordre plus privé et plus secret? Ah non, c'est assez simple en fait. Moi, mes partenaires aujourd'hui, ils mettent de 2 manières. C'est soit par rapport à justement mon brainstorming autour de la performance, ils peuvent contribuer à améliorer ma perf. Je te donne un exemple. Si dans ma récupération, j'ai besoin de manchons de compression, par exemple, ce genre de choses de récup, ou même un accompagnement diète pour améliorer ma nutrition. Et voilà, deux de mes partenaires, c'est l'un fait des produits de compression et de récupération, et l'autre est diététicienne du sport et donc me fait un suivi, m'offre un suivi diététique. Donc ça, c'est la première façon, un peu en nature.
Ouais. Et puis la deuxième façon, c'est de manière financière et qui me permet de financer mes stages, d'inviter par exemple des kinés sur les stages pour me permettre d'avoir une meilleure récupération lors de l'action, achat de matériel, ce genre de choses. Ok, d'accord. Mais je demande, je suis toujours un peu curieux parce que là, quand j'avais rencontré Vincent Defrane, il m'avait appris que l'armée permettait des contrats et que du coup, lui, officiellement, il était militaire durant sa carrière. Ouais. Qu'il y avait ça aussi avec la douane, que la gendarmerie faisait ça. Alors tu fais bien de le dire parce que j'ai failli me faire taper sur les doigts. Non, moi en fait j'ai la même chose mais avec le ministère des Sports. D'accord. Donc le ministère des Sports m'embauche. Là en plus j'ai eu le concours donc maintenant je suis titulaire. Et en fait je suis placé auprès de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP. Ouais. Et donc voilà, en gros je suis agent du ministère mais je travaille à l'INSEP. D'accord. Mais avec des missions ponctuelles qui sont en adéquation, enfin qui correspondent bien à mon calendrier sportif Ouais. et avec des horaires aménagés. Ok, d'accord. Et c'est quel type de mission, par curiosité? Là, c'est sur de la formation de cadre. D'accord. Ouais, Ok. formation de cadre et un petit peu aussi sur les jeunes athlètes, partage d'expérience, ce genre de choses. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien de les avoir cités, en tout cas, et de pas les avoir oubliés, parce que... Ouais. Mais tu vois, c'est un point qui revient souvent avec des gens avec qui je discute et qui pensent que être athlète de haut niveau, derrière, tout est simple au niveau financier et tout. Et c'est Non. pas ça du tout. Non, Alors, au final, tout le monde s'en sort, mais il faut pas- quand même travailler pour pas avoir des toujours quand partenaires. même, pas toujours. Ouais. Je veux Ça n'a dire, pas toujours été facile pour toi? comme tu as dit, hein, les gens ils ont l'image souvent du football ou de ce genre de choses. Ouais. Dans des sports plus confidentiels comme les nôtres, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Tu vois, moi-même aujourd'hui, je te parlais que j'ai des partenaires et tout ça. Pour autant, ma saison, elle n'est pas à 100% financée par mes partenaires. Ouais. J'ai un investissement personnel. Donc ça montre bien que voilà, non, on n'est pas, on gagne pas de l'argent à faire du sport de haut niveau. Ouais, bah ouais, exactement. Bah, tu vois, tu fais bien de le dire et c'est bien que tu brises la glace un petit peu dessus. Moi, c'est aussi ma mission à travers ce podcast, tu vois, c'est aussi de mettre en lumière, effectivement, des sports un petit peu moins médiatisés, d'aller chercher un petit peu ça, de montrer que c'est possible et effectivement d'essayer de mettre un petit peu en lumière, voilà, des gens qui le méritent comme toi. Donc, merci de le dire en tout cas et merci d'avoir pris un petit peu de temps pour l'évoquer. Avec plaisir. Après, tu disais, est-ce que tout le monde s'en sort? Je pense qu'il y a des gens dans l'équipe là, de kayak qui sont en réelle difficulté. Ouais. Je pense, là, j'ai un ami là, qui est médaillé de bronze à ses derniers championnats du monde, donc qui a ouvert le quota olympique, etc. Et qui est au chômage et qui est en galère. Donc il y a des difficultés. Moi, avant d'avoir bénéficié de cette convention d'insertion professionnelle, comme on dit, en fait, je m'entraînais à 6h du matin, entre midi et 2, et le soir à 18h. Ouais. Donc parfois, on voyait encore de la lumière au club à 22h. Et c'était moi qui... Voilà, c'est... Mais bon, ça forge le mental. Et après, quand on est dans des bonnes conditions, comme aujourd'hui je le suis, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, quand tu sais d'où tu viens, ça le fait bien. Ouais, c'est cool. Je reviens sur Jérémy, mais il me racontait la même chose. Lui, il était kiné. Il s'entraînait à 6h du matin, il était dans l'eau. Le midi, la muscu. Et le soir, une dernière petite séance, quoi. Donc, et c'était des journées de dingue, quoi. Donc, c'est ça, ouais. c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui est pas négligeable, quoi. Franchement, pour pouvoir récupérer. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. J'ai vraiment passé beaucoup de plaisir à avoir eu cette petite échange avec toi. Où est-ce qu'on peut rediriger un peu les auditeurs qui ne te connaissent pas et qui sont curieux de savoir ce que tu fais? Comment est-ce qu'on peut leur montrer ton travail et leur demander de te suivre? Moi, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram sur laquelle j'essaye de publier régulièrement pour transmettre mon actualité et transmettre un petit peu les petits plus de notre sport. Ouais. Et voilà.
Bon, bah, trop cool. Je mettrai les liens, en tout cas, du coup, de tes pages dans la description de l'épisode. Et de toute façon, je suis sûr que à chaque fois, ça fait une pluie d'abonnés. Donc, je te le souhaite aussi. Merci. Et bah, comme je te le disais, et je termine toutes les interviews par une question que j'aime bien. C'est mon petit défi. C'est qui ce serait qui le prochain sportif que tu aimerais bien écouter sur le podcast et qui pense pourrait inspirer les auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui? Et moi j'ai une petite question pour toi qui est fan de sport. Ouais. Est-ce que tu te souviens du vice-champion du monde du 110 mètres haies? Il y a eu Ladji Doucouré. Il y a eu. Bien joué. Ladji Doucouré. Ouais. Allez. Non, moi ça c'est vraiment un sportif qui m'a inspiré. Bon, aujourd'hui il est plus en activité. Ouais. Enfin, il fait beaucoup d'activités, mais plus le 110 mètres haies. Mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré étant plus jeune, et notamment sur une course où en fait il était parti pour faire vice-champion du monde, parce que bon, le premier avait pris un peu trop d'avance, et à un moment donné, sur la dernière haie, il tente le tout pour le tout et il tombe, et il termine 7 ou 8e. Et il est interviewé derrière par le journaliste, et le journaliste lui dit mais pourquoi avoir pris autant de risques alors que vous l'assuriez, vous étiez vice-champion du monde? Et lui, il a répondu tout simplement, bah ouais, mais moi, je suis pas là pour être vice-champion du monde. Moi, je voulais être champion du monde et je suis là pour gagner la course. Et donc, j'ai tout tenté. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé bien, en fait, et qui m'a inspiré sur mes dernières années là, de carrière. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu son point de vue là-dessus. Ouais. Ok. Puis c'est un mec en plus adorable. Donc, ouais, mais je me souviens de lui. Ouais, il était super souriant. Il parlait d'une manière très inspirante et tout. Donc, avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir que je vais le contacter et essayer de l'interviewer alors. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Barthélémy. Salut. À bientôt. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre une étoile sur Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus. Je vous mets comme d'habitude toutes les références dans la description et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!